Aujourd'hui, on court, c'est-à-dire que je filme le mardi. Il faut que je regarde mon téléphone pour savoir quel jour on est. C'est là pour le dimanche parce qu'il va y avoir le colloque consacré aux gays cette semaine. Pas mal des lectures de ces temps-ci sont évidemment influencées par le colloque parce que j'ai envie de suivre ce qui va se raconter, c'est hyper intéressant, ça m'amène parfois à découvrir des choses, parfois à en lire que j'avais prévu de lire depuis longtemps, ou des textes qui étaient prévus ou qui avaient été... Enfin, là, aujourd'hui, on est sur un texte que j'avais prévu de lire depuis longtemps, que je lis pour le colloque, mais évidemment avant le colloque, donc voilà, moi on est dans ces moments où les choses s'entrecroisent, et d'une autrice qui évidemment qui m'a déjà été demandée sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de Putain de Nelly Arcan. Putain, je crois que c'est le premier roman de Nelly Arcan, enfin alors moi il me semble que j'ai lu Bourkatcher, mais c'est pas d'elle. Je vais vérifier ça parce que là d'un seul coup j'ai un énorme doute. C'était une autrice québécoise qui est malheureusement décédée, qui s'est suicidée en 2009. Elle était née en 1975, si c'est aussi de Nelly Arcan. C'est parce que Folle est disponible chez Point. C'est extrêmement intéressant, c'est évidemment très fort, je ne dirais pas que c'est agréable. Je pense qu'il se passe d'autres choses dans Putain, et on va essayer de voir lesquelles. Avec une photo ici... terrible de Nelly Arcan, avec toute cette question, notamment parce que Nelly Arcan, on s'en souvient et on parle pas mal d'elle en ce moment, notamment pour parler de la façon dont Thierry Ardisson a été particulièrement méprisant lors du passage télé de Nelly Arcan en France. De toute façon, pas faire parler de littérature à Thierry Ardisson, c'est comme demander à des cochons d'enfiler des perles, et je vais essayer de dire ça sans spécisme, mais enfin ça en contient quand même. En tout cas, roman important, ça c'est certain. Est-ce que c'est un roman... Je me fais une miniature. Qui m'a plu, c'est moins sûr. Est-ce que je recommande la lecture? Ça dépendra de votre état. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Enfin, de pas mal de choses. Parce que c'est quand même un roman qui est difficile. Alors, est-ce que c'est un roman? Je sais pas. À quel genre ça appartient? C'est pas clair. Donc moi, j'ai ici une édition Point. Donc Putain 2001, ensuite Folle, ensuite À ciel ouvert, et voilà, 3 romans très remarqués, donc Putain est le premier, édition du Seuil. C'est un roman qui est vraiment très important, notamment parce que c'est un roman qui est du genre coup de poing. C'est-à-dire qu'en fait on peut le placer autant du côté des grandes autobiographies que du côté du SCOM Manifesto, parce qu'on a quelque chose qui va en permanence avancer vers la théorie, et peut-être que là le concept d'auto-théorie me servirait si je le maîtrisais bien. C'est quelque chose qui va aussi aller vers donc des formes très hybrides, très coup de poing. Donc là quand je parle d'autobiographie, de manifeste, qui est aussi peut-être quelque chose de littéraire, qui va construire un sujet textuel et politique assez particulier, qui est globalement le sujet Putain, si on va reprendre le titre, et de la stigmatisation qui va avec le titre. Parce que on a un moment dans le texte où travailleuse du sexe est glosée, commentée. Là, je vais vraiment citer Nelly Arcan, donc bon, de mémoire, mais quand elle va dire putain, ce qu'elle fait, c'est qu'elle endosse la stigmatisation. Et ça, c'est quelque chose qui est un geste très important et qui, à mon avis, est un geste qui n'est pas loin d'être révolutionnaire. La question de la dimension politique du texte, à mon avis, elle se pose, notamment parce que le texte n'amène pas forcément énormément d'échappées, enfin, on ne s'échappe pas du texte. Et c'est au contraire un texte qui va confronter, qui va faire entrer dans un tunnel, en fait. C'est vraiment un texte tunnel. Et c'est aussi quelque chose de l'ordre du texte logoréique. La logorée, c'est quand on va vomir. Ça semble sortir sans jamais s'arrêter, et avec toute la pensée qui s'agite. Est-ce que c'est réellement un texte autobiographique? Oui, on le sait. Est-ce qu'on a un texte autobiographique? Est-ce qu'on va avoir des gages d'authenticité? Est-ce que finalement c'est ce qui compte? Je ne crois pas. Je pense que ce qui va compter, ça va être la façon dont une voix se met au jour, et de les aventures de cette voix, et d'une voix qui est très spécifiquement située. On va lire un peu le début, et puis on va continuer comme ça. Donc, quand on commence, putain, et le sous-titre, c'est
roman. Je suis désolée, roman, ça connote la fiction, ça va pas tellement du côté de l'autobiographie. Et quand bien même le matériau serait autobiographique, et on voit bien comment Wittig le dit, et on en a déjà parlé sur cette chaîne, quand on va embrasser, parler depuis un devenir minoritaire, qu'on le revendique ou non, on est très entièrement ramené à ce devenir minoritaire, c'est-à-dire qu'on n'accède plus à la littérature, on reste au stade du document. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant à noter et à commenter, encore pour Putain de Nelly Harcourt. Le titre, putain, c'est un mot originaire de l'ancien français, putain, hein, c'est une déclinaison, qui est vulgaire, si ce n'est ordurier, qui peut être aussi devenu un juron, en tout cas en français, peut-être pas en français québécois, en français de France. Ça, là, j'avoue que je suis pas très bonne en français francophone au pluriel. Est-ce que le juron, il existe aussi? Oui et non. En tout cas, la charge stigmatisante, elle est clairement là et présente. On est dans un titre qui est évidemment thématique, dont la désignation, enfin qui va désigner de la manière la plus claire et explicite la personne qui va parler, et qui va parler effectivement de ce devenir, de cette activité de la prostitution. Mais quand je dis ça, évidemment, on n'est pas du tout dans un documentaire, mais voilà, qui va être situé par l'activité de la prostitution, par le travail du sexe. Ce faisant, ce disant, est-ce que tout est dit? Bien sûr que non, et même très peu, à vrai dire, parce que ce qu'on va avoir, évidemment, c'est toute la charge du stigmate, mais également le juron, l'inversion du stigmate, le fait de le récupérer et d'en faire autre chose, et c'est là que quelque chose de scandaleux peut advenir. C'est-à-dire, il faut quand même se rappeler, ce ne sont pas les insultes qui sont scandaleuses, c'est le fait de les revendiquer. C'est-à-dire, c'est le fait de passer de l'insulté à l'autodésigner. Et c'est quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans Putain. On a un petit prologue, on va lire le prologue, donc en italique. Comment il s'appelle? Et ensuite ça part, mais il s'appelle pas. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle. Voilà pourquoi il n'y a rien qui puisse m'arrêter. D'ailleurs, que puis-je vous dire sans vous affoler? Que je suis née dans un village de campagne à la lisière du Maine, que j'ai reçu une éducation religieuse, que mes professeurs étaient toutes religieuses, des femmes sèches et exaltées devant le sacrifice qu'elles faisaient de leur vie, des femmes que je devais appeler mères et qui portaient un faux nom qu'elles devaient d'abord se choisir. Sœur Jeanne pour Julie et sœur Anne pour André, des sœurs mères qui m'ont enseigné l'impuissance des parents à nommer leurs enfants, à les définir adéquatement auprès de Dieu, et que voudriez-vous savoir de plus que j'étais somme toute normale, plutôt douée pour les études, que dans cette campagne de fervents catholiques où j'ai grandi, on renvoie les schizophrènes aux prêtres pour qu'on les soigne par exorcisme, que la vie est très belle lorsqu'on se contente de peu, lorsqu'on a la foi. Et quoi encore? Que j'ai joué du piano pendant 12 ans, que j'ai voulu, comme tout le monde, quitter la campagne pour habiter la ville, que depuis je n'ai plus joué une note et que je me suis retrouvée serveuse de bar, que je me suis faite putain pour renier tout ce qui jusque-là m'avait défini, pour prouver aux autres qu'on pouvait simultanément poursuivre des études, se vouloir écrivain, espérer un avenir et se dilapider ici et là, se sacrifier comme ont si bien fait les sœurs de mon école primaire pour servir leur congrégation. Changement de paragraphe. Je rêve parfois la nuit de mon école primaire. J'y retourne chaque fois pour mes examens de piano et c'est chaque fois la même chose. Je ne retrouve pas mon piano et il manque une page à ma partition. J'y retourne avec la conscience de n'avoir pas joué une note depuis des années et qu'il est ridicule de se retrouver là, à mon âge, comme si de rien n'était. Et quelque chose me dit qu'il vaudrait mieux faire demi-tour pour éviter l'humiliation de ne plus savoir jouer devant la mère supérieure. Que de toute évidence, elle s'en fout que je joue ou pas, car il y a longtemps qu'elle sait que je ne serai jamais pianiste, que je ne ferai jamais que pianoter. Et dans cette petite école en briques rouges où chaque raclement de gorge tonne dans tous les coins, il fallait se mettre en rang pour se déplacer d'une classe à l'autre, les plus petits devant et les plus grands derrière. Il fallait que je sois la plus petite. Je ne sais pas pourquoi, mais tel était le mot d'ordre. Être la plus petite pour prendre les devants, pour n'être pas coincée au milieu, entre les plus petits et les plus grands. Et lorsque, à la rentrée, venait le temps pour la sœur d'établir l'ordre dans lequel nous allions défiler pendant l'année, je pliais les genoux sous ma robe pour plus de sûreté, car si j'étais petite, je n'étais sans doute pas
la plus petite. Il fallait en mettre un peu, réduire encore ma taille pour m'assurer cette place de choix. Et puis, je n'aimais pas les adultes. Un seul mot d'eux suffisait pour me faire pleurer. Voilà pourquoi je voulais n'avoir affaire qu'à leur ventre. Parce que les ventres ne parlent pas, ne demandent rien, surtout les ventres des sœurs ballons tout ronds, qu'on a tout de suite envie de faire rebondir d'un coup de poing. Et aujourd'hui, je me suis bien sortie de ce besoin d'être petite. J'ai même porté pendant plusieurs années des souliers plateforme pour me grandir, mais pas trop, juste assez pour regarder mes clients en face. À bien y penser, j'ai eu trop de mères, trop de ces modèles de dévotes réduites à un nom de remplacement. Et peut-être après tout qu'elles n'y croyaient pas à leur Dieu si assoiffé de noms. Enfin pas jusqu'au bout, peut-être cherchaient-elles simplement un prétexte pour se détacher de leur famille, pour se dégager de l'acte qui leur a fait voir le jour comme si Dieu ne savait pas qu'elles venaient de là. D'un père et d'une mère. Comme s'ils ne pouvaient pas voir ce qu'elles tentaient de cacher derrière leur Jeanne et leur Anne, ce nom malencontreusement choisi par les parents. J'ai eu trop de ces mères-là, et pas assez de la mienne. Ma mère, qui ne m'appelait pas car elle avait trop à dormir, ma mère qui dans son sommeil a laissé mon père se charger de moi. Je me souviens la forme de son corps sous les draps et de sa tête qui ne sortait qu'à moitié comme un chat en boule sur l'oreiller, un débris de mère qui s'aplanissait lentement. Il n'y avait là que ses cheveux pour indiquer sa présence, pour la différencier des draps qui la recouvraient, et cette période de cheveux a duré des années, 3 ou 4 ans peut-être, enfin il me semble. Ce fut pour moi la période de la Belle au bois dormant. Ma mère s'offrait là, une vieillesse souterraine, alors que je n'étais plus tout à fait une enfant, ni encore une adolescente. Alors que j'étais suspendue dans cette zone intermédiaire où les cheveux commençaient à changer de couleur, où poussent sans prévenir 2 ou 3 poils noirs dans le duvet doré du pubis. Et je savais qu'elle ne dormait pas complètement qu'à moitié. On le voyait dans sa façon d'être raide, sous les draps trop bleus, trop carrés dans sa chambre trop ensoleillée, les 4 grandes fenêtres qui entouraient son lit et qui jetaient sur sa tête des faisceaux lumineux rectilignes. Et dites-moi, comment peut-on dormir avec des raies de lumière sur la tête? Et à quoi sert-il d'avoir tant de soleil dans sa chambre lorsqu'on dort? On voyait bien qu'elle ne dormait pas dans sa façon de bouger par à-coups, de gémir sans prévenir, pour une raison inconnue, cachée avec elle sous les draps. Et puis il y avait mon père qui ne dormait pas et qui croyait en Dieu. D'ailleurs, il ne faisait que ça, croire en Dieu, prier Dieu, parler de Dieu, prévoir le pire pour tous et se préparer pour le jugement dernier. Dénoncer les hommes à l'heure des nouvelles pendant le souper. Pendant que le tiers-monde meurt de faim, disait-il, chaque fois, quelle honte de vivre ici si facilement, si grassement. Il y avait donc mon père, que j'ai aimé et qui m'a aimé en retour. Il m'a aimé pour 2, pour 3. Il m'a tellement aimé que l'amour-propre aurait été de trop, ingrat devant ce jet qui me parvenait de l'extérieur. Heureusement qu'il y avait Dieu et le tiers-monde pour me protéger de lui, pour canaliser ses forces ailleurs dans l'espace lointain du paradis. Et un dimanche où nous étions à l'église assis tous les deux sur un banc de bois, alors que ma mère était alitée, lui et moi sur un banc de la première rangée à regarder la lumière du jour, qui traversait les vitraux et qui obliquait sur l'autel en faisceau toujours aussi rectiligne, j'ai gardé l'hostie dans mes mains, alors que j'aurais dû l'avaler. Elle s'est retrouvée dans ma poche, pour se retrouver ensuite dans ma chambre, entre les pages d'un livre que je cachais sous mon lit. Et chaque soir, j'ouvrais le livre pour m'assurer qu'elle était encore là, petit rond blanc et fragile, que je soupçonnais de ne rien contenir du tout. Pourquoi Dieu s'abaisserait-il à résider là-dedans? Quel aplanissement! Et le dimanche suivant, avant de partir pour la messe, je l'ai montré à mon père, pour faire de lui mon complice. Regarde, papa, ce que j'ai fait, regarde bien ce que je n'ai pas fait. Et je vous jure qu'il m'a presque frappé. C'est un sacrilège, m'a-t-il dit. Et ce jour-là, j'ai compris que je pouvais être du côté des hommes, de ceux qu'il faut dénoncer. J'ai compris qu'il me fallait y rester. Et puis j'ai une sœur, etc. Donc là, il va y avoir la sœur morte. Alors, on va rester un peu là. Et je vais dire déjà un peu comment ça ouvre. Donc, on ouvre sur un récit qu'on va pouvoir dire à la fois in medias res et ab ovo. In medias res pour ce qui va être de l'intonation et du flux qui arrive, boum, et qui n'est pas un flux de conscience, qui ne correspond pas au stream of
consciousness, mais qui va être beaucoup plus de la logorée. On va être vraiment dans du verbal, dans la verbalisation, avec directement, c'est ça qui va aussi différencier ça du flux de conscience, les adresses au lectorat, vous. Et avec cette question, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, c'est dit exactement, je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres quand je parle. Et donc ça va acter d'emblée, ça va inscrire le récit dans une ambiguïté ou dans une ambivalence assez forte, qui a une histoire littéraire, qui va être finalement, est-ce qu'elle parle seule, cette voix, ou est-ce qu'elle s'adresse à nous, nous disant je n'ai pas l'habitude. Et ça me rappelle là d'un coup en le disant, le Call Me Ismaël, appelez-moi Ismaël qui ouvre Moby Dick, puisqu'on va comprendre qu'il s'agit d'un nom d'emprunt qui va en fait casser la possibilité d'un pacte d'authenticité, de confiance, tout en donnant une autre confiance avec une autre adresse. Là, on ne va pas avoir un ordre, mais on sait qu'elle parle, et en fait elle écrit, mais effectivement tout sera oralisé par ce long flux et ces phrases comme ça, et là je l'ai lu volontairement sans souffle, parce qu'en fait mentalement, je le verbalise, je le ressens, je l'entends de cette façon, avec très peu de souffle, mais je pense qu'on peut en faire des choses beaucoup plus théâtralisées, et moi voilà, je sens le voilà, le TGV, enfin, moi ça me rappelle vraiment ça, ce que je peux avoir par moment en termes de psychologie ou de façon d'être, mais là c'est pas la question, puisqu'on va parler de littérature et non pas de Nelly Arcan elle-même. Donc on a un jeu, et ce jeu il va directement ouvrir. Mais il ouvre par la négative. Je n'ai pas l'habitude. Sommes-nous ici sous le sceau de l'exceptionnalité ou celui de l'habitude? On aura régulièrement des adresses qui vont instaurer peut-être une habitude, peut-être une nouvelle habitude, peut-être un régime d'exceptionnalité qui est donc de celui de ce récit à adresser à des lecteurs. Lecteurs assez peu définis, mais de temps en temps heurtés, dont on va chercher une connivence. Et qui sont donc situés largement en dehors de ce cercle familial qu'il va s'agir de présenter. Ici, donc, avec ses origines, le ab ovo depuis l'œuf. Dans les origines, on va avoir là directement, en fait, une première origine qui est celle de la parole, c'est-à-dire l'inscription dans une situation d'énonciation. Je parle. Et donc, ce présent, je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle. C'est un présent de vérité générale ou un présent d'habitude, le je parle. Et je n'ai pas l'habitude, c'est plutôt un présent d'énonciation ou un présent étendu, mais qui est inscrit dans la situation d'énonciation, alors que je parle, paradoxalement, n'y est pas. Et ça nous donne cette espèce de tension ontologique de la langue, qui pourrait être celle de la métaphore, mais ici qui est celle d'une parole impossible, empêchée, entravée, et qui va se dire tout de même. Et donc on peut considérer, je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle, on peut considérer qu'il s'agit ici d'autocommentaires métadiscursifs, c'est-à-dire de commentaires sur sa propre voix, sur son propre discours, et ce que l'on va constater, c'est comment ces commentaires, ils vont justifier finalement ce qui va être de l'ordre d'une esthétique logorique, le fameux TGV de la parole, et qui va aller aussi avec cette prise en compte, que puis-je dire sans vous affoler, pour annoncer un paroxysme, comme dit Camille Laurens pour Le Monde, incandescent et paroxystique, quelque chose qui va constamment être en tension. Et on va sentir une tension du sujet, une tension de la langue, qui va passer notamment par le rythme, la parataxe, donc le fait d'avoir des enchaînements de phrases, alors qui sont souvent très longues, mais qui sont constituées d'indépendantes, qui peuvent être plus courtes, plus scandées. Ça va donner une impression de martèlement et de pa. Voilà, c'est ça qui va créer ce rythme. Et avec une espèce de prétérition qui va montrer précisément cette parole entravée. Que puis-je dire sans vous affoler? Et donc ça va ramener aux origines qui vont être ramenées à un point de rupture, à une séparation. Et il va y avoir une tension permanente entre ces origines qui auraient amené une bascule, un point de rupture, dans ce qu'elle va appeler la putasserie, dans le fait de se prostituer, et une continuité depuis l'éducation, notamment paternelle, jusqu'au quotidien. Alors, je peux le dire peut-être éventuellement dès maintenant, on le sent d'emblée, on a l'impression en lisant en tout cas moi j'ai été très frappée par une impression de climat fortement incestuel, si ce n'est incestueux. Si vous êtes mal à l'aise avec ça, et honnêtement j'étais pas super à l'aise, c'est pas un livre qui est fait pour mettre à l'aise. Laissez tomber. Ce n'est pas à proprement parler un texte incestueux,
qui va parler d'inceste. On n'est pas chez Christine Angot, mais c'est vraiment un texte qui va parler, pour moi, très clairement de l'incestuel, et qui va très fréquemment, et même assez constamment, jouer et même finir sur l'idée de la putain qui va ouvrir la porte à un client qui est son père. Et qui va énormément parler de la prostitution comme un... Et en fait, je l'avais lu, putain, mais je l'avais oublié. Mais je l'avais pas complètement oublié, parce qu'il y a des choses qui étaient restées, notamment ça, parce que c'est très marquant, et que j'arrive mieux à appréhender ou à verbaliser maintenant qu'au moment où je l'ai lu, et où, moi, voilà, le mot d'inceste, il faisait pas partie de mon langage familier, comme on parle aujourd'hui, par exemple, de culture de l'inceste. Mais il y a, voilà, ce qui va se jouer dans l'ordre de la symétrie. Asymétrie à l'apostrophe, hein, parce que c'est pas la symétrie, de l'inégalité, de la hiérarchie de pouvoir, dans la relation de prostitution telle que la présente Nelly Arcan, dans son texte, comme une façon de rejouer une relation paternelle, voilà, de lien père-fille. Voilà. Que ce soit avec des clients ou avec le père. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très marquant dans le texte d'un point de vue thématique. C'est pas la seule chose, mais qui évidemment va présenter le travail du sexe sous un jour quelque peu choquant et obscène. Parce que, putain, c'est un texte sur l'obscénité et sur la possibilité d'une voix au sein même de l'obscénité et d'une espèce de honte qui est une honte, une infamie sociale, mais aussi une infamie très paradoxale, notamment, enfin, parce que là on est dans un cas d'escorting, donc on est sur ce qu'on appelle parfois la prostitution de haut vol, c'est-à-dire en fait quand même plus protégée, rémunératrice que la prostitution, je sais pas moi, de trottoir ou d'abattage ou de bordel, enfin voilà, il y a plein de gammes, et je pense que je le dis dans des termes qui sont mal choisis, mais voilà, la voix de Nelly Arcan, elle part de cette stigmatisation pour en faire quelque chose, pour situer au sein de l'obscénité. Et c'est ça qui va créer la tension permanente et un scandale permanent. C'est-à-dire, en fait, on est dans une rupture constante, notamment parce qu'on a des phénomènes de contraste très forts entre les origines et ce que ça devient. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est pas... enfin, le livre m'intéresse en lui-même, mais ce qui peut surprendre en tout cas, c'est qu'on aurait pu croire qu'il s'agirait d'un livre qui démarrerait avec blanc puis noir. Un contraste absolu. Et non, en fait, moi, je trouve vraiment que ce qui le rend vraiment fort et intéressant, c'est qu'on ne sait pas s'il y a rupture ou continuité entre l'éducation, notamment religieuse, et le travail de la prostitution. Alors, quand on prend le texte lui-même, on voit ainsi comment on peut avoir une façon de détourner l'horizon d'attente. On passe de putain aux bonnes sœurs. Et avec, en fait, un faisceau d'indices qui va commencer à ménager un peu l'horizon d'attente, notamment ici avec les noms d'emprunt des sœurs, qui vont préparer ou rappeler déjà, quand on en a la connaissance commune, les noms d'emprunt des prostituées. Et qui vont substituer des parentalités symboliques aux parentalités réelles dysfonctionnelles, notamment maternelles. Et là on le voit avec le lit, et cette image de la mère dormante au lit, qui semble aussi une mère érotique, qui gémit, qui est raide. Voilà. Donc voilà, il y a tout comme ça est déplacé, et donc on a cette voix qui va jaillir de ces déplacements, et le jaillissement, il a aussi quelque chose de profondément donc incandescent, paroxystique, volcanique, éruptif, et érotique. Il y a aussi quelque chose de... Voilà, ça. Hein, c'est éjaculatoire, quoi, comme parole. Et peut-être plus qu'une éjaculation qui est somme toute autre chose. Donc on a comme ça les choses qui se mettent en place, qui vont dessiner un horizon de campagne canadienne, particulièrement voilà, conservateur, religieux, voire bigot. Cela, ça va ménager un contraste, mais en fait l'obscénité, elle est de montrer l'obscénité là où l'obscénité est refoulée. Et donc elle va se trouver dans le fait de dissoudre, non seulement dans un même discours, mais par des jeux de contiguïté et en montrant les continuités, ce qui va séparer la maman de la putain, la fille bien, la fille de bonne famille de la putain. Et donc comme ça, il y a un destin putassier qui se met en place comme une origine
alors qu'il se voit comme un scandale. Et ça va être une façon de déplacer le scandale. L'ensemble du récit va se construire là avec des images qui, moi, m'ont énormément marqué, et en fait des figures plus que des images. Voilà, donc des rapprochements, etc. Ou par exemple des choses très myopes comme les ventres des sœurs qui vont être ensuite les ventres des clients. Donc il y a comme ça des jeux de contiguïté, parallélisme qui sont absolument constants. Et donc avec voilà, ces parentalités défaillantes, on les a signalées. La grande sœur absente est morte en fait. Alors, il a été facile de me prostituer car j'ai toujours su que j'appartenais à d'autres, à une communauté qui se chargerait de me trouver un nom, de réguler les entrées et les sorties, de me donner un maître qui me dirait ce que je devais faire et comment, ce que je devais dire et taire. J'ai toujours su être la plus petite, la plus bandante, et à ce moment, je travaillais déjà dans un bar comme serveuse. Donc là, hop, on va avoir quelque chose d'une histoire, mais ce qui va compter en fait, c'est là à l'apostrophe atemporalité, la façon dont finalement tous les temps sont nivelés en un seul, ce qui va amener des espèces d'analogies très frappantes. Un peu plus haut, voilà, quelque chose de l'ordre de la rupture qui va aller du franchissement de la rue. Donc en fait, la fac est en face des bars. De toute façon, personne ne me connaissait, le printemps allait bon train, il était toujours impérieux d'agir au printemps, de se mettre la corde au cou, comme on dit se marier. Hein. L'occasion se présentait donc de me dévêtir de ma campagne, et j'en étais ravie. Et donc qui est très loin d'un discours misérabiliste de la prostitution, du travail, du sexe, pour voilà, ramener un peu tout d'un coup. Voilà, avoir ces espèces d'égalisation qui sont en fait des mises en avant de phénomènes structurels. Je me suis fait des amis avec lesquels la complicité était possible et même redoutable car elle trouvait sa source dans une haine commune, la haine des clients. Mais dès que nous sortions du cadre de la prostitution, nous redevenions des femmes normales, sociales, des ennemis. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du vécu, du stigmate, ici de la prostitution, qui va avoir un effet communautaire et en fait une compréhension très très fine par Nelly Arcan des phénomènes sociaux et notamment aussi psychologiques. Il y a quand même beaucoup de moments qui parlent de son psychanalyste, qui avait vraiment pas l'air d'être fun, mais ça va amener comme ça des espèces de... il me semble que c'est quand même très proche de Goffman, hein, que je connais pas très bien, mais il me semble que là, quelque chose peut être approfondi de ce côté-là pour dire finalement le moment communautaire et la sortie, et cela dans le même groupe de femmes. Voilà pourquoi ce livre, alors je saute plein de passages, ce livre est tout entier construit par association, d'où le ressassement et l'absence de progression. Parce qu'on est sur ma lutte pour suivre entre une mère qui dort et un père qui attend la fin du monde. Il y a quand même des sens de l'image. D'où sa dimension scandaleusement intime. Elle a parfaitement compris que l'obscène c'est l'intime, et que l'intime, enfin le privé politique et l'intime alors, pour citer Claude Lhomme. Les mots n'ont que l'espace de ma tête pour défiler et ils sont peu nombreux que mon père, ma mère et le fantôme de ma sœur, que la multitude de mes clients, qu'il faut réduire à une seule queue pour ne pas m'y perdre. Mais s'il fait appel à ce qu'il y a en moi de plus intime, il y a aussi de l'universel, quelque chose d'archaïque et d'envahissant. Ne sommes-nous pas tous piégés par 2 ou 3 figures, 2 ou 3 tyrannies se combinant, se répétant, et surgissant partout, là où elles n'ont rien à faire, là où on n'en veut pas. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la psychanalyse, hein, comme explication du monde qui va survenir. Et à ce qui m'intéresse davantage, donc bon, les associations, le ressassement, on est très proche du mécanisme de la cure, va permettre d'approfondir, mais c'est ce qui va aussi donner au livre l'impression d'un ressassement perpétuel, d'une voix vraiment qui parle, et en même temps d'une avancée avec des espèces de scansions. Et cette avancée, en fait, il me semble qu'elle est quand même très personnelle, individuelle, mais aussi très théorique et collective. Et là, voilà, pour le dire simplement, ce qui m'intéresse beaucoup dans Putain, c'est... Attends, on va finir un peu là. C'est la façon dont Nelly Arcan parle de la société, des femmes, des prostituées ou travailleuses du sexe, de la façon dont dont sortent des discours politiques du plus intime. Je vais lire un autre passage qui est la fin de ce prologue. On dit souvent que ma hantise des femmes est vexante, que c'est toujours la même rengaine. Pourquoi ne pas leur sourire gentiment et les applaudir lorsqu'elles parviennent à faire bander des masses? Ne suis-je pas une femme moi-même? Est-ce que ça nous rappelle peut-être le Sojourner Truth, repris par Bell Hooks? Je ne sais pas s'il y a une référence volontaire, mais le ne suis-je pas une femme, il est important.
Il n'est pas là, voilà. Ne suis-je pas une femme, une putain de surcroît? Ne puis-je pas leur donner une chance? C'est vrai, je suis la preuve que la misogynie n'est pas qu'une affaire d'hommes. Et si je les appelle larves, schtroumpfettes, putains, c'est surtout qu'elles me font peur, parce qu'elles ne veulent pas de mon sexe, et qu'il n'y a rien d'autre que je puisse leur offrir, parce qu'elles ne viennent jamais sans la menace de me renvoyer à ma place. Dans les rangs là où je ne veux pas être. Et si je n'aime pas ce que les femmes écrivent, c'est que les lire me donne l'impression de m'entendre parler, parce qu'elles n'arrivent pas à me distraire de moi-même. Peut-être suis-je trop près d'elles pour leur reconnaître quelque chose qui leur soit propre et qui ne soit pas immédiatement détestable, qui ne me soit pas d'emblée attribuable. Et puis je les envie de pouvoir se dire « écrivain ». J'aimerais les penser toutes pareilles, les penser comme je me pense, en schtroumpfette, en putain. Mais ne vous en faites pas pour moi. J'écrirai jusqu'à grandir, enfin, jusqu'à rejoindre celle que je n'ose pas lire. Et après, on va être dans le récit proprement dit. Alors là, on n'a donc pas donc, on est dans un moment qui est à la fois très biographique, thématique, mais qui est aussi complètement de l'autoportrait. Et c'est un autoportrait sur soi-même, comme les autres et détestant les autres. Je cite ou pastiche Ricoeur, en fait, j'ai vraiment la sensation, par ces images de multitude, que Nelly Arcan, elle a vraiment compris ce qu'on appelle l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire la continuité qu'il y a dans la façon dont les sociétés, donc ça c'est du Paola Tabé, c'est-à-dire dans la façon dont les sociétés, pas seulement la société occidentale, vont réguler la sexualité selon, et pour en faire des échanges économico-sexuels. La sexualité s'achète, se monnaie, plus ou moins explicitement, s'échange, se vend et s'approprie. Et à ce jeu-là, les femmes sont à la fois des objets, des marchandises et des agents du marchandage. Ce qui explique finalement tout un continuum de relations de prostitution et de figures de prostitution et de rôles dans la prostitution sans que ces rôles soient forcément tous explicites ou tous stigmatisants. Parce qu'on peut aussi avoir de la prostitution sacrée, etc. Enfin, des choses très très différentes. Et finalement, ce faisant, il y a la multitude des hommes que la voix de la putain, qui n'est pas forcément Nelly Arcan, que je soupçonne être Nelly Arcan, mais qui ne se présente pas comme Nelly Arcan par sous-titre en roman, sous-titre générique, on se rappelle, elle va se figurer, se construire, s'auto-représenter comme une voix quasi de dissidence, c'est-à-dire c'est une voix qui va inverser, c'est-à-dire, si vous voulez, le féminisme radical, enfin, c'est-à-dire pas le féminisme radical, le féminisme matérialiste, Colette Guillaumin, Christine Delphi, Paola Tabé, Nicole Claude Mathieu, par exemple, hein, dans cette espèce de groupe. Quand on va parler d'objectification des femmes, on ne parle pas que du morcellement des corps. On parle aussi de la possibilité de monnayer et d'échanger les femmes, c'est-à-dire d'en faire des marchandises. Et une marchandise, c'est quelque chose que l'on possède et que l'on va échanger, et que l'on va échanger selon des règles. Et ça veut dire que ces règles, on peut les observer en sociaux. Et ça, c'est un très joli mug. Il est beau, je vous mets le compte Instagram ou le site en dessous, parce que ce sont mes dernières courses et je les trouve splendides. Et en plus, c'est une copine qui tient ça et qui fait ça, ça a 20 ans, c'est vraiment très joli. Je suis convaincue, je partage. C'est pas sponsorisé. Je n'ai même pas reçu de tasse. J'ai mis un petit carnet pour ma commande. Donc, en fait, il y a quelque chose... Voilà, la sociologie montre, l'anthropologie montre la façon dont les femmes sont ramenées par les hommes. Globalement par le patriarcat, mais par des hommes singuliers. Hein, à un statut de marchandise échangeable, monnayable, évaluable, estimable, etc. Et à ce titre, la sexualité va être à la fois ce qui est échangé et une monnaie d'échange. Voilà, selon où on se place, etc. Et finalement, les hommes sont, eux, plus pleinement du côté des agents dans ce vaste continuum. C'est dur, hein. Je crois que, d'une certaine manière, tout le récit est plein de cette conscience, non forcément explicitée,
de la mise en série des femmes, de la façon dont il y a une sérialisation qui est cette marchandisation qui passe en fait aussi d'un point de vue vécu, expérientiel, par la multitude d'hommes, c'est-à-dire qui va amener les hommes à être eux-mêmes amenés en série. Par les passants, très concrètement. Et donc finalement, ce que je trouve très intéressant si on veut parler de gaze dans Nelly Arcan, ça va être évidemment de toute la façon dont il y a une incorporation et une mise à distance du male gaze, qui sera d'ailleurs, je pense, une part ou le propos de la communication du colloque, mais ça je le saurai au moment où la vidéo sera publiée, et je suis très très impatiente de voir ce qu'il en sera fait. C'est pas que sur Nelly Arcan d'ailleurs. Mais en même temps, il y a aussi cette espèce de sensation du collectif et de cette volonté d'être une schtroumpfette, une putain, c'est-à-dire de trouver une unicité, peut-être dans ce qui justement est un rôle d'unicité, par le scandale, la putain, parce que c'est en fait le principal attribut, unique et féminin, schtroumpfette. Le syndrome de la schtroumpfette, je me suis demandé s'il n'est pas Nelly Arcan pour le coup, même s'il apparaît pas tel quel dans le texte. Le syndrome de la schtroumpfette, ça va être dans une fiction d'avoir plein de mecs qui ont des fonctions, et puis il y a une meuf, et sa fonction c'est d'être une meuf. Mais son avantage, c'est qu'elle est unique, et en fait, dans plein de films d'action, vous allez avoir la meuf. C'est son rôle, c'est la meuf. Et des fois, elle s'appelle la meuf, hein, voilà. Donc c'est un peu rigolo. Et ça, c'est très très... c'est effectivement paroxystique, hein. Vraiment... Et donc ça, c'est un peu le point de départ. Et donc l'obscène, finalement, il a l'air d'être dans la mise en série de ça. Il est en fait dans le fait de le dire, et dans ce que la putasserie, pour reprendre le terme de Nelly Arcan, va amener de conscience de cette sérialisation. On va lire le début. Oui, la vie m'a traversée, je n'ai pas rêvé. Là, hop, on va aller du côté du réel, et ça fonde quelque chose qui n'est pas un pacte autobiographique, mais qui va être de l'ordre d'un pacte d'authenticité pour le jeu parlant. Ces hommes, des milliers dans mon lit, dans ma bouche, je n'ai rien inventé de leur sperme sur moi, sur ma figure, dans mes yeux, j'ai tout vu, et ça continue encore tous les jours où presque des bouts d'hommes, leur queue seulement, des bouts de queue, qui s'émeuvent pour je ne sais quoi, car ce n'est pas de moi qu'ils bandent, ça n'a jamais été de moi, c'est de ma putasserie, du fait que je suis là pour ça, les sucer encore, c'est qu'eux qui s'enfilent les unes aux autres, comme si j'allais les vider sans retour, faire sortir d'elles une fois pour toutes ce qu'elles ont à dire, et puis de toute façon, je ne suis pour rien dans ces épanchements, ça pourrait être une autre. Hop, la remplaçabilité. Complètement ce que je dis sur la mise en série. Hein. Même pas une putain, mais une poupée d'air, une parcelle d'image cristallisée, le point de fuite d'une bouche qui s'ouvre sur eux, tandis qu'ils jouissent de l'idée qu'ils se font de ce qui fait jouir. Hop, là, c'est vraiment l'amour de tête à la Stendhal. Hein. On est en plein romantisme. Tandis qu'ils s'affolent dans les draps en faisant apparaître ça et là un visage grimaçant, des mamelons durcis. Donc là, on voit comment l'objectification, on ne sait plus de quel corps on parle. Des mamelons durcis, une fente trempée et agitée de spasmes. Donc là, bon, on est quand même plus du côté du jeu putain. Et encore. Tandis qu'ils tentent de croire que ces bouts de femmes leur sont destinés, qu'ils sont les seuls à savoir les faire parler, les seuls à pouvoir les faire plier sous le désir qu'ils ont de les voir plier. Donc en fait là, il y a vraiment, c'est là, on voit où est le scandale, dans l'obscénité, ça va être effectivement de dire l'obscénité de la mise en série, du rapport, de ce scandale d'obscénité, d'intimité qui est dit, qui est déballé, qui est explicité et qui va être d'autant plus scandaleusement intime parce que c'est censé être caché, mais voilà. Là, ouais, cette ouverture qui va passer par la logorée, mais en fait là le scandale là-dedans, ça va être finalement la compréhension du monde et en fait la prise de parole. Et on voit de me faire parler, de faire plier le désir. Donc finalement, là où il pourrait y avoir une remplaçabilité, il sort un ensemble de savoir, il sort une vision du monde, tout en gaze, qui permet finalement d'amener, de dire quelque chose du monde, depuis ce point de vue situé et modelé et construit par une expérience extrêmement précise et complexe, qui est donc celle de la prostitution, du travail du sexe. Et qui finalement donne mieux à voir et à comprendre les origines conservatrices, bourgeoises, rangées. Donc,
le dérangement apparent n'est qu'apparent. Le dérangement, en fait, il est partout. Et c'est le regard de la putain qui permet de voir ce qu'il y avait de putasserie avant. Et ça va aller pour dire, elles sont toutes des putains, les sœurs, les mères, etc. Parce qu'en fait, le monde va être structuré par ces rapports de pouvoir. Est-ce qu'il s'agit pour autant d'un traité de féminisme matérialiste? Non. En fait, ces savoirs, ils émergent, ils sont théorisés ou partiellement théorisés, mais surtout ils vont affleurer dans la langue, ils vont affleurer dans les épanchements, dans les expansions, dans la logorée, dans ce rythme, mais ces affleurements, ils vont être surtout la construction de ce jeu qui va aller jusqu'à lire celle, on se souvient, jusqu'à rejoindre celle que je n'ose pas lire, et qui s'achève finalement d'une manière impuissante. On ne va pas donner plus de détails. On vous garde aussi ce mot d'impuissance avec toutes ses connotations. Alors, il ne s'agit pas ici de sortir ou non, finalement, de la prostitution et ou du travail du sexe, parce que finalement, ce regard-là, il est au-delà. Alors, est-ce qu'il se nourrit par rapport à la bibliothèque de Nelly Arcan, de féminisme matérialiste, etc. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout sûre. En tout cas, ça va apparaître de cette façon-là, et notamment avec, après, des choses qui ne sont pas du tout chez Delphi, Guillaume, etc. Mais toute la sensation nauséeuse, écœurante, en même temps attirante, malaisante, inconfortable, et en même temps fascinante de l'ensemble du récit. Putain, c'est à lire, faut quand même s'accrocher, il faut être accroché, et en même temps, ça accroche. Je vous dis à bientôt.